On ne change pas les bonnes habitudes, on commence par le vote en début de vidéo. Pour la prochaine fois, ça va être 2 salles, 2 ambiances. Je vous propose de voter entre La Ligne Verte et The Big Lebowski, que le meilleur gagne. Après le coup d'éclat Halloween en 1978, John Carpenter était devenu sur un malentendu la nouvelle poule aux œufs d'or du cinéma de genre à Hollywood. The Fog confirme la donne 2 ans plus tard. Tout semble lui réussir jusqu'à la sortie de The Thing. On en a déjà parlé en détail dans le 3e épisode de Flopbuster, mais le film est un échec tel qu'il annule même un projet d'adaptation de Stephen King et que John Carpenter le voit comme l'échec qui a changé sa carrière. Celui qui l'a forcé à accepter des films de commande, à mettre de côté ses envies artistiques plus d'une fois. Les années 80 allaient être mitigées pour le cinéaste. Il jonglera souvent entre un franc succès comme Christine, Prince des Ténèbres, Invasion Los Angeles, et un échec total, Jack Burton, Les Aventures d'un homme invisible, etc. Puis viendra L'Antre de la folie en 1995, et ce film-là allait tout changer. À l'origine du projet, on trouve le scénariste Michael De Luca, qui était également vice-président du département créatif des studios New Line. À la fin des années 80, De Luca travaille sur la série télé Freddy, le cauchemar de vos nuits, et s'apprête à signer le scénario du film La fin de Freddy, l'ultime cauchemar. Mais entre 2 scripts consacrés au Boogeyman de Wes Craven, il travaille sur un projet personnel. Ce projet, c'est L'Antre de la folie, une plongée infernale dans l'univers d'un écrivain de romans d'horreur très clairement inspiré de Lovecraft et de Stephen King. Dès 1988, De Luca a bouclé une première version du script et propose le projet en priorité à John Carpenter. Pour lui, c'est l'homme de la situation. Mais voilà, totalement occupé par Invasion Los Angeles, Carpenter refuse. À contre-cœur, De Luca démarchera d'autres cinéastes. En 89, la New Line annonce que le projet est finalement confié à Tony Randell, qui sort tout juste de Hellraiser 2. Quelques mois plus tard, on apprend que Randell a quitté le projet et que c'est finalement Mary Lambert, la réalisatrice de Cimetière, adaptée de Stephen King, qui sera derrière la caméra. Mais voilà, après de nombreuses déconvenues, la New Line met tout simplement le projet en pause et on n'aura plus aucune nouvelle avant 1992. Début 92, Carpenter signe finalement 2 projets qui allaient se succéder. En janvier, il est annoncé aux commandes du Village des damnés, et en février, il officialise L'Antre de la folie. Même si De Luca reste seul crédité au scénario, le script final copyrighté en août 93 atteste bien qu'il a été grandement retouché par John Carpenter. Le cinéaste est accompagné pour les réécritures d'une certaine Evgenia Sitkovich, inconnue à l'époque, mais qui deviendrait une autrice à succès quelques années plus tard. Après 1 an et demi de préparation, le casting peut commencer. Pour le rôle principal, Carpenter veut à nouveau travailler avec Sam Neill, après leur très bonne entente sur Les Aventures d'un homme invisible. Un sacré coup de poker, puisqu'en 93, l'acteur voit sa carrière transformée par un petit film un peu méconnu, Jurassic Park. Et 13 ans après Jurassic Park. Oui, mais ça n'a rien à voir. À la base, la New Line avait tout de même suggéré d'autres noms, dont James Woods, Michael Keaton et Ray Liotta. D'après certains témoignages, les producteurs étaient assez frileux à l'idée que le personnage de John Trent, présenté comme un New-Yorkais typique, soit campé par Sam Neill, un Néo-Zélandais à l'accent assez marqué. Julie Carmen tient le rôle féminin principal et elle était une figure familière du cinéma de genre dans ces années-là, après Cold Heaven ou encore Fright Night 2. L'acteur allemand Jürgen Prochnow est choisi pour incarner l'énigmatique Sutter Kane. L'acteur s'était fait repérer à l'international avec Das Boot de Wolfgang Peterson en 1981. Carpenter espérait initialement signer Rutger Hauer dans ce rôle, l'éternel Roy Batty de Blade Runner. Et pour la petite anecdote, L'Antre de la folie marque la toute première apparition dans un long métrage de Hayden Christensen en garçon qui livre les journaux. Il n'avait que 12 ans lors du tournage et il était bien loin d'incarner Anakin Skywalker pour George Lucas dans la meilleure prélogie de l'histoire du cinéma. Enfin, le rôle de Jackson Harglow, tenu par le légendaire Charlton Heston, devait initialement revenir à James Coburn, qui a refusé le rôle. Le tournage se déroule entre août et octobre 1993 et Carpenter se voit confier un budget initial de 7 millions de dollars. Un budget qui augmenterait quelque part entre 8 et 14 millions selon les sources. L'essentiel du tournage se déroule au Canada, entre Markham et Toronto. Les effets visuels sont assurés par Industrial Light and Magic, la compagnie de George Lucas, et les effets pratiques sont gérés par KNB EFX, fondé notamment par le célèbre Robert Kurtzman.
D'ailleurs, parmi les petites anecdotes improbables concernant les effets pratiques, celle-ci est ma préférée. Lors d'une scène, le personnage de Linda Stiles, incarné par Julie Carmen, avale les clés de John Trent qui tente de fuir la ville. Le trucage n'est pas un effet d'optique, comme on pourrait s'y attendre. Les clés étaient simplement faites à partir d'une pâte colorée et fixée ensemble, et donc Julie Carmen a bel et bien avalé face caméra ces clés. Autre effet concernant Julie Carmen. Lors d'une séquence inoubliable, sa tête fait une rotation terrifiante alors que son corps semble désarticulé. Pour le tournage, une contorsionniste portait simplement un masque de Julie Carmen à l'envers. Comme elle ne voyait absolument rien sous le masque, John Carpenter l'a guidée à l'oral pour qu'elle se déplace sur le plateau. Pour la version créature monstrueuse de Madame Pickman, l'idée d'origine était d'allier costume et prothèse. Carpenter n'a pas du tout été convaincu par les essais, et ce qu'on voit finalement à l'écran est une figurine miniature filmée sur une maquette. Autre moment de bravoure des effets pratiques, la multitude de créatures infernales que l'on voit à la fin du film. C'est un mélange de costumes, d'animatronique, et de ce qui a été appelé par l'équipe un mur de monstres. D'ailleurs, dans le making-of, on se rend compte que Carpenter avait trouvé un surnom à chacun des monstres qui apparaît à l'écran. Including Crab Monster and Meatball Eater. I like Meatball, he's a nice guy. Il fallait une trentaine de techniciens pour manœuvrer toutes ces créatures. Pour le final apocalyptique, Carpenter voyait les choses en grand. Dans le script original, la ville entière était aspirée vers un monde parallèle cauchemardesque. Mais mettre en scène la séquence allait coûter tellement cher que l'équipe d'Industrial Light and Magic a suggéré au cinéaste de plutôt faire disparaître Kane en le déchirant comme une feuille de papier. Ce qui deviendrait un des plans les plus iconiques du film n'était donc pas à la base une idée de Carpenter. Comme on pouvait s'y attendre avec un tel scénario, le cinéaste s'amuse à multiplier les références à deux de ses auteurs favoris, H.P. Lovecraft et Stephen King. Par exemple, à chaque fois que des extraits de romans de Sutter Kane sont lus dans le film, il s'agit de passages recopiés mot pour mot de différentes nouvelles de Lovecraft. Kane fait même allusion aux grands anciens, ce qui place indirectement l'Antre de la Folie dans la continuité du mythe de Cthulhu. Et puis tout lecteur de Lovecraft l'aura reconnu, la structure narrative même de l'histoire est très familière avec le style de l'auteur. Un personnage principal enfermé dans un asile psychiatrique qui devient narrateur d'un récit insensé par flashback et y évoque une horreur cosmique absolue. Les titres des œuvres de Kane sont également de gros clins d'œil à Lovecraft. The Hobbs and Horror pour The Dunwich Horror, The Whisper in the Dark est référence évidente à The Whisper in the Darkness, ou encore Hunter Out of Time qui mélange The Shadow Out of Time et The Hunter of the Dark. Côté inspiration Stephen King, déjà le nom Sutter Kane y fait évidemment référence. La ville fictive de Hobbs End semble être un équivalent de la fameuse ville de Castle Rock, même si certains y retrouvent plus d'éléments d'Arkham selon Lovecraft. Et enfin, Stephen King existe dans l'univers de l'Antre de la Folie, puisqu'on en parle au détour d'un dialogue gentiment moqueur. Avec un travail technique colossal, un univers extrêmement riche et un casting tout de même bien vendeur, on aurait pu espérer un succès immédiat. Et puis vint la première faille. Initialement annoncé pour le 9 septembre 1994, l'Antre de la Folie est reporté au 3 février 1995 sans raison apparente. Si ce choix de la New Line peut sembler anodin, il existait à l'époque, et encore un peu aujourd'hui, on va pas se mentir, une vraie perception que le premier trimestre servait surtout à décharger les studios des productions bancales auxquelles personne ne croyait en interne. Ça peut vraiment sembler étrange. Ici, le script de base vient directement d'un des dirigeants du studio. Carpenter sort peut-être d'un gros échec commercial, mais ses derniers films d'horreur ont tous été des succès depuis Christine. Bref, difficile de comprendre d'où vient ce semblant de désaveu. Après une rapide avant-première en festival en Italie, l'Antre de la Folie sort donc en salle le 3 février 1995. Et même s'il n'a aucune compétition majeure, le film débutera seulement à la 4e place pour son week-end, loin derrière la comédie Avec ou sans homme, mettant en scène Whoopi Goldberg et Drew Barrymore. Et après un premier week-end d'environ 3,5 millions de dollars, le bouche à oreille n'agit clairement pas en faveur du film. Il achèvera sa course américaine en dessous des 9 millions de dollars de recettes. C'est un échec, encore un pour Carpenter. Et pas n'importe quel échec.
C'est à sa sortie le pire score box-office de la carrière du cinéaste depuis que Halloween avait fait de lui un nom reconnu en 78. Et puis côté presse, ça ne va pas mieux. John Carpenter a rarement été un grand chouchou des critiques, mais cette fois-ci, la chute est encore un peu plus rude. 2 étoiles pour Robert Egger, qui complimente la mise en scène, la performance incroyable de Sam Neill, mais regrette un scénario qui manque d'ambition. Pire encore, il compare son concept de créateur voyant ses créations horrifiques prendre vie à Freddy sort de la nuit et conclut en disant « Ironiquement, le film de Wes Craven aborde des thèmes similaires, mais il le fait bien mieux et avec de meilleurs effets visuels. » The possibilities, it's kind of like a second-rate Stephen King story that King might have been able to do something more. 1 sur 4 pour le San Francisco Chronicle, qui n'y voit qu'un film d'horreur kitsch qui célèbre le pouvoir du kitsch. USA Today évoque un mauvais épisode de la 4ème dimension, Empire se demande où est passé le talent de Carpenter, le Chicago Tribune décrit une série de scénettes sans le moindre lien et qui ne sait pas utiliser la mythologie de Lovecraft, et la palme du mépris revient à Entertainment, je cite « Le récit est d'une autocomplaisance boursouflée. » Sous l'influence de types comme Stephen King, Sutter Kane, qui écrivent des mots lus par des gens qui ne lisent rien d'autre, ou peut-être ne lisent pas du tout, mais vont seulement voir des films comme celui-ci. Difficile de cracher plus allègrement sur les amateurs de cinéma d'horreur. A l'inverse, la presse française sera globalement très enthousiaste. Les cahiers du cinéma le classent dans leur top 10 de l'année. Les Inrocks y voient un des meilleurs films de Carpenter, et même si Télérama craint une certaine redondance chez Carpenter, la critique reste globalement très positive. Malheureusement, ça n'y changera pas grand chose, le film ne fera que 182 000 entrées chez nous, absolument pas de quoi rattraper l'échec global. Comme souvent chez Carpenter, l'Antre de la Folie parviendra à gagner en réputation au fil du temps. Sortie VHS, location vidéoclub, rediffusion, débat au sein des communautés cinéphiles, le schéma assez classique du flop se transformant peu à peu en film culte. Mais l'Antre de la Folie, qu'est-ce que ça vaut ? Beaucoup de fans de Carpenter se mettront d'accord pour classer le film parmi les meilleurs de son auteur. J'irai un peu plus loin, en clamant haut et fort que c'est à mes yeux LE meilleur John Carpenter. Comme toujours chez le cinéaste, on peut compter sur une bande originale de grande qualité et sur un vrai savoir-faire de la mise en scène de l'horreur. Carpenter évite le tape à l'œil et réserve ses moments de choc pour des occasions qui le justifient. Comme pour Madame Pickman par exemple. On sait ce qui va arriver. La brutalité de la séquence ne vient pas de sa surprise, mais de l'attente. Dès qu'on la rencontre, on nous dit ce qui va arriver. Et cette façon de ne pas nous ménager, de nous annoncer à l'avance vers quelle résolution tragique on se dirige inévitablement, nous place exactement dans la même position que Trent. On peut comme lui choisir le cynisme et le déni en se disant qu'il y a autre chose, mais au final nous sommes condamnés en tant que spectateurs au même titre que le personnage principal. D'ailleurs, le fait que le film maudit au sein de l'univers du film, celui qui rend fou et condamne l'humanité, soit l'Antre de la Folie, vient prolonger ce sentiment. En nous liant à Trent dans cette enquête perdue d'avance, Carpenter nous condamne, nous aussi, aux ténèbres éternelles. Le film est aussi l'occasion d'avoir d'immenses moments de terreur, notamment la séquence du vélo avant l'arrivée à Hobbs End, qui est de très loin la chose qui me terrifie le plus dans tout le cinéma de Carpenter. Cette angoisse existentielle de la boucle infinie, tentée d'un désespoir terrifiant, la voix d'adolescent dans un corps de vieillard grotesque, le sourire quand il se relève après l'accident, tout me glace le sang dans cette séquence. Et ça, c'est un moment d'horreur qui n'a besoin d'aucun effet. Pas de jumpscare, pas de musique stridente, pas d'effusion de sang, juste un cinéaste qui pose sa caméra en pleine obscurité et nous force à subir calmement un cauchemar. Il y a quelque chose dans cette séquence qui relève de l'horreur presque inexplicable, qui vient parler à notre inconscient, cette horreur qu'on trouve par hasard chez David Lynch. We've met before, haven't we? Et comme souvent chez John Carpenter, il y a cet équilibre si rare entre humour et sincérité. Un cinéma capable d'être moqueur envers ses personnages, cynique dans ce qu'il décrit, mais qui reste toujours profondément convaincu de ce qu'il fait. C'est là où, à mon sens, les critiques comme Ebert, qui comparaient l'Antre de la Folie à Freddy ou au travail de Wes Craven en général, se trompaient complètement. Certes, le film de Carpenter est méta, extrêmement référencé, il multiplie les clins d'œil, etc., etc. Mais jamais on y retrouve le même détachement que celui de Wes Craven. Wes Craven qui, rappelons-le, détestait être coincé dans le genre horrifique selon ses propres dires.
A l'inverse, John Carpenter dresse avec L'Antre de la folie une déclaration d'amour aux grands classiques horrifiques qui ont forgé son imaginaire autant que le nôtre. Extremely happy being John Carpenter and who I am. I love doing the work that I do. I love horror films. I love science fiction. I love scaring people. I love fantasy. Il ne singe pas les codes de Lovecraft pour s'en moquer, il les embrasse totalement. Et plus qu'un hommage ou une copie, L'Antre de la folie offre de nombreuses réflexions. La plus évidente, c'est notre rapport à la norme, la raison comme folie du plus fort. Sane and insane could easily switch places if the insane were to become the majority. You would find yourself locked in a padded cell. Plus que ça, L'Antre de la folie réfléchit à une thématique qui est plus frappante que jamais en la regardant d'un œil actuel, notre rapport parfois obsessionnel et malsain à la pop culture. En quelque sorte, c'est un prolongement de ce que Vidéodrome de Cronenberg racontait au sujet de la télévision et des médias, mais transposé sur le concept de fiction. Une mise en garde concernant le culte de l'artiste mystérieux tout-puissant, la passion fanatique envers des œuvres, et surtout notre rapport de consommation à l'art. Les files d'attente qui dégénèrent pour acheter le dernier livre de Sutter Kane ne seraient-elles pas une extension de ce qu'on voyait déjà dans Invasion Los Angeles ? Un portrait sombre et colérique d'une société qui peut tout transformer en bien consommable. C'est la conclusion parfaite à sa trilogie de l'Apocalypse. Une œuvre radicale qui nous confronte à la fin de tout, à une horreur cosmique faite de forces qui nous surpassent. Un cinéma nihiliste qui présente son héros comme un énième pion dans la machine, privé de tout libre arbitre, et qui ne fera jamais rien d'autre que ce qui a été écrit pour lui. Et au final, même le grand Sutter Kane qui écrit le monde, le façonne, le condamne, n'agit que sous l'influence des grands anciens. L'artiste est peut-être émancipé face au reste du monde, il n'en est pas moins un pion du destin qui disparaîtra, déchiré par son œuvre. Et cette conclusion avait quelque chose de tristement prophétique pour John Carpenter. Parce qu'avec l'échec de L'Antre de la folie, le cinéaste verra approcher à grands pas sa mort créative. 2 mois seulement après L'Antre de la folie, il va vivre un nouvel échec cuisant au box-office avec Le Village des damnés. Les 2 projets étaient développés de manière quasi simultanée, les 2 étaient des hommages aux inspirations du cinéaste, et les 2 confirment son déclin commercial. Suivrait un nouvel échec avec Los Angeles 2013, suite d'un film pourtant très apprécié, mais qui ne connaîtrait là encore qu'une réévaluation tardive. Avec le temps, la chute commerciale deviendrait une chute artistique. On peut certes trouver du bon dans Vampire ou même Ghost of Mars, soyons fous, mais plus jamais John Carpenter ne retrouverait le sommet créatif qu'avait été L'Antre de la folie. Et puis soyons honnêtes, on va éviter de parler de The Wards, déjà parce qu'il y a une bonne ambiance, on va pas se fâcher, et puis de toute façon ce film n'a jamais existé, c'est une fake news. John Carpenter a été dépassé par sa propre œuvre. Dès Halloween, chaque film devait faire mieux que le précédent. Et avec la liste incroyable de films cultes qu'il avait à son actif, on peut voir quelque chose d'intime, de terriblement personnel dans la vision d'un Sutter Kane disparaissant, laissant derrière lui une œuvre maudite l'ayant condamné lui tout autant que son public. Et d'un point de vue personnel, L'Antre de la folie a été mon tout premier vrai film d'horreur en tant que spectateur à l'adolescence, et oui, c'est une condamnation. Comment retrouver à nouveau ce grand frisson quand on a commencé par le sommet? I'm a short-range, short-term pessimist, but I'm a long-term optimist. Although these days, events are eroding that optimism quite a bit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez me soutenir sur différentes plateformes, vous pouvez voter en commentaire, n'oubliez pas de voter. Vous pouvez liker, vous abonner, d'ailleurs merci à vous, on vient de passer les 20 000 abonnés sur la chaîne, c'est énorme. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Fear has always motivated people ever since there have been tribes. That's the best way to get people to do something, is make them afraid.